Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. C'est jeudi, c'est politique et c'est le débat que vous attendez bien sûr. Inflation, hausse des prix, pourquoi nous risquons de souffrir encore un peu plus au moment de passer à la caisse en faisant nos courses ce mois-ci. Il est même évoqué un certain Mars rouge, vous comprenez bien la symbolique. Avec nous pour en parler, 3 députés. Sophie Taillé-Polian, vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, députée du Val-de-Marne, membre de la NUPES. Bonjour. Bonjour. Nous recevons également Mathieu Lefebvre, député Renaissance, membre de la Commission des Finances. Bonjour Mathieu Lefebvre. Et puis Edwige Diaz, que je salue également, député Rassemblement National de Gironde. Bonjour. Bonjour. Bon, le gouvernement peut-il empêcher la flambée finalement parce que l'auditeur de Sud Radio se dit ok, mais est-ce qu'on ne peut rien faire? Si, a priori, Olivier Véran a même promis de casser les prix du quotidien. Mathieu Lefebvre, comment c'est possible? Mais non seulement il le faut, mais le gouvernement doit le faire et il va le faire. Le ministre de l'économie a indiqué que d'ici au 15 mars, il y aurait une forme de panier anti-inflation qui serait composé d'ailleurs aussi bien de produits alimentaires que de produits non alimentaires. Ça n'a pas fait l'unanimité d'ailleurs ce panier. Non, c'est peut-être une solution qu'il faut construire, travailler et améliorer. En tout cas, il faut évidemment une réponse d'urgence, mais j'ai envie de le dire à vos auditeurs, comme le gouvernement l'a toujours fait depuis un an et depuis les conséquences directes et indirectes de la guerre en Ukraine. Le gouvernement a toujours pris ses responsabilités. Alors, le gouvernement, il n'est pas seul dans cette bataille contre l'inflation. La bataille contre l'inflation, elle doit aussi être menée par les distributeurs. Les distributeurs doivent faire un effort, ils doivent rogner leurs marges pour que les Français puissent avoir un gain de pouvoir d'achat. Les négociations entre industriels et supermarchés se sont conclues hier. On n'a pas encore les résultats, il faudra quelques jours, mais très vite nous le saurons. Sophie Taillé-Polian, le gouvernement propose de le faire. 1, est-ce qu'il va le faire? Et 2, vous, si vous étiez au gouvernement, qu'est-ce que vous feriez? Déjà, je voudrais quand même pointer le bilan du gouvernement. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a 8 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'ils ont du mal, finalement, à répondre à ce besoin primaire qui est le besoin de s'alimenter. Alors, je ne vous parle même pas de la qualité de l'alimentation. Et ça, c'est lié à des politiques qui sont mises en place depuis le Covid, où finalement, on a aidé extrêmement petitement et extrêmement ponctuellement les familles en difficulté, au lieu de mettre en place une aide régulière qui puisse aussi être, arriver en fait, aux destinataires. Une aide régulière ou une aide plus forte? Parce que une aide à la fois régulière et une aide plus forte. Donc nous, ce que nous proposons, c'est une aide de 50 € par personne pour 11 millions de foyers qui se déploierait tous les mois jusqu'à ce que ça aille mieux. Tous les mois, l'État donne 50 € à chaque consommateur, en fonction bien sûr de son revenu. En fonction bien sûr de son revenu, pour répondre à cette précarité alimentaire qui aujourd'hui touche, je le répète, plus de 8 millions de personnes. Vous savez que dans notre pays, il y a un enfant sur 4 qui n'a pas accès aux fruits et légumes nécessaires pour sa santé. Oui. Alors, c'est quand même de ça dont on parle. Et ce qui est intéressant, insuffisance de moyens pour plus de 9 millions de personnes en France qui voudraient juste respecter, vous savez, ce qu'on conseille, c'est-à-dire 5 fruits et légumes. Oui. Voilà, c'est ça. Edwige Diaz, d'accord sur cette idée? Bon, j'imagine pas forcément, parce que ça peut coûter cher aussi de donner à chaque personne 50 €. Alors, moi, je vais commencer par vous dire que oui, lutter contre l'inflation, c'est possible. Et c'est pas parce que le gouvernement a échoué en la matière qu'il n'existe pas d'autres propositions. Mais en tout cas, il est évident que le gouvernement a échoué en la matière. Même si par rapport aux voisins, il s'en sort plutôt bien. Alors moi, j'ai retrouvé un certain nombre de déclarations de Bruno Le Maire qui nous disait, ou alors d'Olivier Véran qui nous disait, nous sommes actuellement au pic de l'inflation, c'était l'année dernière, nous avons passé le pire, et puis finalement, en fait, le pire ne passe jamais, et on se rend compte que le pire est toujours devant nous. Donc nous prenons ce sujet très au sérieux au Rassemblement national. C'est la raison pour laquelle, dès juillet 2022, nous avons déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale pour demander une commission d'enquête parlementaire, premièrement sur les causes de l'inflation et deuxièmement pour identifier les profiteurs de crise. Nous avons proposé à l'Assemblée nationale... C'est bien ça, l'auditeur se dit qui se moque de moi finalement. Exactement, voilà. Et pour le coup, dans cette affaire, les crises Covid et les crises ukrainiennes ont bon dos. Dans cette affaire, il y a des gens qui font des super profits et donc il faut les taxer. C'est ce que nous avons proposé à l'Assemblée nationale et malheureusement, notre proposition n'a pas été adoptée. J'ai un certain nombre d'autres mesures que je voudrais vous présenter. Attendez, on va les décliner. Non mais Mathieu Lefebvre, réponse. Non mais simplement, quand j'entends qu'il n'y a pas de résultat, les chiffres sont sans appel. La France est le pays qui a le taux d'inflation le plus bas de la zone euro. On peut croire que c'est pas grâce au gouvernement, on peut croire que c'est pas grâce à la majorité. 6%. Mais j'observe que à la fois la NUPES et le Rassemblement national se sont opposés au Parlement
gouvernement à l'ensemble des propositions que nous avons formulées pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Le bouclier tarifaire, par exemple, Madame Diaz, c'est 200 € par mois qui sont économisés par les Français et ça fait à peu près 2000 € dans l'année. Vous pouvez dire sur un plateau cela, mais la réalité c'est que nous avons proposé cela. L'échec, Madame Taillé-Polian, nous en avons proposé à l'occasion du projet de loi de finances. C'est une allocation de 100 € qui a été fournie à la rentrée pour passer le cap. On peut aller plus loin. Quel cap? Mais ça marche. Vous l'avez refusé. Vous l'avez refusé, Madame Taillé-Polian. Alors attendez, c'est très sympathique d'avoir. Là n'est pas le sujet. Vous n'allez pas faire croire aux gens que les députés de la NUPES se sont opposés aux aides ponctuelles. Mais par contre, qui n'a pas été voté, vous avez mis 49.3. Alors attendez, parce que c'est inaudible. Je veux bien comprendre. Quand on dit on peut casser les prix, l'inflation, Mars rouge n'est pas une fatalité. Est-ce que, oui ou non, il est juste de dire ça? Est-ce que la solution pour vous, et vous le rappelez, Sophie Taillé-Polian, c'est une aide? Ou est-ce que, Edwige Diaz, je reviens à vous, il y a d'autres moyens, notamment la pression sur les distributeurs, les industriels? Ce qu'a dit le gouvernement d'ailleurs aussi. Oui, mais là quand même, Emmanuel Macron, on est réduit à demander aux industriels de faire preuve de charité. Je veux dire, Emmanuel Macron n'a aucune autorité sur les grands distributeurs, donc en fait, il faut travailler autrement. Il faut qu'il en ait. Non, mais en fait, là, on est dans l'indépendance des entreprises. Donc, il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas dire aux gens, nous allons pouvoir attaquer les industriels comme ça. Moi, ce que je veux dire, et je voudrais que le gouvernement entende nos propositions. Donc, deuxième proposition, la taxation des super profits. Ensuite, nous avons proposé... Donc là, c'est concret. Exactement, c'est très concret. C'est pas ce qui va donner des euros en plus aux Français, pardonnez-moi. Vous proposez une commission d'enquête et une taxe. Edwige Diaz, continuez. Monsieur, ne nous donnez pas des leçons en matière de lutte contre l'inflation, parce que votre bilan, à vous, il est ridicule. Et si aujourd'hui on a d'autant plus, si aujourd'hui on a autant de Français qui perdent du pouvoir d'achat, c'est à cause de vous. Désolé de vous le dire, ça fait 6 ans que vous êtes au pouvoir, le pouvoir d'achat des Français n'a pas augmenté. Donc je vais revenir sur les propositions et j'espère que monsieur le député de la majorité, vous allez enfin nous entendre. Donc là vous venez de proposer ça, de taxer les super profits. S'il vous plaît. Je peux finir, s'il vous plaît? Oui, d'accord, mais chacun son tour. Donc si vous voulez... Attendez, Edwige Diaz, je mène. Vous avez quand même évoqué quelque chose qui semble intéressant. Je voulais demander, on revient à vous, mais Sophie Taillé-Polian, est-ce que taxer, en l'occurrence, les grands industriels, vous cautionnez? Vous dites oui. C'est même nous qui avons proposé la taxe sur les super profits au départ, juste après. Donc là, vous êtes d'accord, Rassemblement National et Mais moi, je voudrais NUPES. revenir sur quelque chose, par exemple. Vous voyez, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les négociations entre les distributeurs et les producteurs, vous voyez que les petits producteurs ont essayé de limiter l'augmentation des prix bien plus que les grandes multinationales. Parce qu'effectivement, il y a des industries agroalimentaires énormes qui d'ailleurs, par ailleurs, n'ont aucun respect pour l'environnement dans leur production et font de l'industrie et de l'agriculture intensive, polluante, et ne recherchent jamais en réalité le juste prix et ne recherchent que l'injuste dividende. Oui, donc nous sommes favorables donc vous à êtes taxer favorable. bien entendu les super profits. Mais j'ajoute que pour financer une politique aussi au niveau de l'État, l'État aujourd'hui, comment il fait pour boucler son budget? C'est bien la première fois que vous en préoccupez, Madame Taillé-Polian. Mathieu Lefebvre, j'allais vous poser la question. Je voudrais terminer. Oui. L'État aujourd'hui engrange la TVA liée à l'inflation. Alors il ferait bien de la rendre aux Françaises et aux Français. Oui, parce que cette inflation, finalement, ça rapporte de l'argent. L'État, reconnaissez-le, Mathieu Lefebvre. Si vous pensez que l'État est riche avec 3 000 milliards d'euros de dette, je vous laisse cette responsabilité. Mais que vous avez créé, monsieur, par les baisses d'impôts aux entreprises. Non, mais juste attendez, chacun votre tour, encore une fois. Merci, mais Mathieu Lefebvre, vous êtes d'accord que cette situation d'inflation aujourd'hui peut permettre aux caisses de l'État de se renflouer aussi, il faut l'avouer, il faut le dire. Les économistes le disent. Les mesures de soutien au pouvoir d'achat coûtent des milliards et des dizaines de milliards d'euros à l'État. Et c'est la raison pour laquelle, précisément, l'État ne peut pas tout et l'État doit pouvoir faire appel à la responsabilité des entreprises et singulièrement des distributeurs. Mais moi, j'observe les solutions qui sont proposées par les extrêmes. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est une taxe sur les super profits, une commission d'enquête. Face à cela, nous, on a des réponses qui sont extrêmement raisonnables. Vous dites non, la taxe sur les super profits. Moi, je pense. Mais quand le président de la République dit
j'appelle les distributeurs à faire un geste. Quelle est la différence entre je les appelle et je vous demande de le faire? C'est un appel à la responsabilité des distributeurs, ça n'est pas une taxe. La taxe n'est pas la réponse à tous les maux français. On est le deuxième pays le plus taxé dans l'OCDE. Si vous pensez qu'une taxe de plus va résoudre les problèmes des Français et les aider à remplir leur panier quand ils vont faire leurs courses, c'est une aberration. Oui, mais quelle est la différence entre demander et exiger? Si on veut vraiment que ça se fasse, autant exiger plutôt que demander. Ça peut se faire sur la base de plus de contraintes, évidemment, dans un dialogue qui est serré et musclé avec les distributeurs. Moi, j'y suis tout à fait prêt. En revanche, la contrainte et la coercition, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne dans des économies administrées et on a vu ce que ça donnait, singulièrement en Espagne, par exemple. Ouais, Edwige Diaz, alors, autre proposition. Vous voyez, je vous oublie pas. Merci. Allez, on y revient, puis on devise, mais chacun son tour. Voilà. Oui. Alors, évidemment, mes collègues caricaturent nos propos, donc je veux juste finir ma phrase tranquillement et donc répéter que oui, nous souhaitons identifier les profiteurs de crise. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé premièrement, dès juillet 2022, une commission d'enquête parlementaire. Nous attendons que le gouvernement ouvre cette commission d'enquête parlementaire. Je rappelle, notre taxation des super-profits, elle n'est pas destinée aux TPE-PME, elle est destinée aux entreprises qui font 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Ensuite, nous avons proposé dès la présidentielle... Comme les géants de l'énergie, par exemple. Voilà. Nous avons proposé à l'occasion de l'élection présidentielle, d'appliquer une TVA de 0% sur un panier de produits de 100 premières nécessités. En parallèle, il faut que l'on baisse la TVA en la passant de 20% à 5,5% sur les produits d'énergie, le gaz, le fioul, l'électricité. Et ça, en effet, le gouvernement peut le faire. Il ne veut pas le faire parce que, en effet, le gouvernement est totalement hypocrite quand il nous dit d'un côté qu'il va présenter un panier anti-inflation dont les contours sont absolument flous. Et bien, finalement, il va nous redonner une petite partie de ce qu'il nous prend de la main droite, mais continue à nous prendre beaucoup de la main gauche parce que, comme vous l'avez souligné, dès lors qu'il y a une augmentation des prix, il y a une augmentation des recettes de la TVA à destination de l'État. Et donc, évidemment, le gouvernement ne fait pas le travail comme il faut. Et via son ministre de l'économie ce matin, Bruno Le Maire, qui dit il n'y aura pas de mars rouge, l'inflation va refluer mi-2023. Le gouvernement est plutôt rassurant, Mathieu Lefebvre. Très court en conclusion avant la pause pub, mais nous revenons bien sûr après. Ouais. Oui, sur le pouvoir d'achat, les chiffres qui ont été donnés par l'INSEE ces derniers jours sont très intéressants. Ils montrent que le pouvoir d'achat des Français n'a pas diminué en 2022 grâce à deux phénomènes. Un, les suppressions et baisses d'impôts, suppression notamment de la redevance télé, fin de la suppression de la taxe d'habitation et protection du coût de l'énergie par les différentes mesures de soutien à l'énergie des Français. Donc on peut dire tout ce qu'on veut sur un plateau de télé, dire que la France est le pays le plus catastrophique, ou de radio, que tout est catastrophique, mais les chiffres sont là. Évidemment, nous devons aller plus loin et nous devons anticiper évidemment les conséquences de l'inflation. Aller plus loin. On ira plus loin avec les auditeurs de Sud Radio parce que il y a des questions pour vous, chers députés, qui êtes avec nous au 0826 300 300. Oui, auditeurs de Sud Radio, vous venez vous poser vos questions. Il y en a plein, bien sûr. Nous y revenons dans un instant. On reste sur cette question de l'inflation Mars rouge parce que ça nous inquiète tous, ça nous énerve tous même. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. C'est jeudi, c'est politique. Vous écoutez Sud Radio et vous intervenez au 0826 300 300 pour nous faire part de votre vécu sur cette question. Vous avez entendu parler de Mars rouge. En fait, nous sortons d'une année 2022 rouge finalement et 2023 peut-être encore pire, rouge, noir. Nous en parlons avec trois députés dont je remercie d'être entrés avec conviction dans le débat dans cette première partie. Sophie Taillé-Polian, vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Mathieu Lefebvre, député Renaissance. Et Edwige Diaz, député Rassemblement national. Je vous le disais, les auditeurs ont des questions. Nous allons partir dans les Hautes-Pyrénées, puis Darieux. Claude est avec nous. Les distributeurs, les producteurs industriels, tous obligés de répercuter la hausse de l'énergie, des coûts de production, etc., etc. Personne ne se sent vraiment responsable, mais en tout cas, tout le monde sait que le consommateur paye. Bonjour Claude. Oui, bonjour à tous. Alors, voilà. question et puis réaction de votre part, Claude. Oui. Donc, trois éléments. Le premier, il faut sortir de ce marché européen de l'énergie qui est totalement scandaleux, qui plombe les entreprises, qui plombe les artisans, qui plombe les agriculteurs et qui plombe les familles. Parce que même s'il y a le bouclier tarifaire, c'est nos impôts qui l'ont payé. On parle de 3 000 milliards de déficit, ce sont nos impôts. Donc, on le paye quand même. On va le payer. D'une manière ou d'une autre, on va le payer. Donc, premier point, marché européen énergie. Deuxième point. Tout à fait. Deuxième point. Donc, l'essence, 60% de taxes. Il faut baisser les taxes au niveau de l'essence, que ça, tous les gens qui travaillent, ils se font allumer. On va travailler et on perd de l'argent énormément. Et ça, c'est totalement délirant. Il faut baisser les taxes pour arriver à un tarif beaucoup plus bas que ce qu'on a actuellement. Et parce que vous êtes très construit, Claude, et
et on ne peut que vous dire bravo. Le troisième point. Et le troisième, il faut baisser cette TVA qui est l'impôt le plus injuste qui existe. Le plus injuste, c'est pas normal. On paye tous 20%, ça, entre 5 et 20%, mais tout le monde, quel que soit son revenu. Et ça, c'est un impôt qui est totalement injuste. Donc il y a déjà ces mécanismes-là à baisser et à éliminer. Là, l'inflation va largement diminuer. Alors, très intéressant. Claude, vous restez avec nous. Les 3 députés vous répondent. Il y a 3 thèmes, vous êtes 3 députés. Allez, on va commencer sur le marché européen de l'énergie. Réaction, Mathieu Lefebvre pour Renaissance. C'est vrai qu'au niveau européen, il y a aussi à se mettre d'accord. On en parlait avec les agriculteurs mardi au Salon de l'Agriculture sur Sud Radio. Absolument, mais pour pouvoir sortir du marché européen de l'énergie, encore faut-il pouvoir agir en européen. Et uniquement le président de la République que je soutiens autour de cette table est susceptible de le faire. Donc on doit pouvoir le faire, mais on doit le faire en européen. On ne peut pas le faire d'un coup de baguette magique. Je voudrais simplement réagir sur l'essence, si vous me permettez de shipper un thème. Ouais. Sur l'essence, on a mis en place une indemnité pour les Français qui bossent et qui bossent beaucoup. Ouais. Ça s'appelle l'indemnité carburant travailleur. Peut-être qu'elle est pas intuitive, mais il suffit d'aller sur le site des impôts et on peut avoir 100 € et 200 € pour un couple quand on va travailler. C'est indispensable et c'est une solution qui est beaucoup plus utile et beaucoup plus pratique que la TVA, parce que la TVA, c'est une dépense certaine pour les finances publiques, mais un gain incertain pour le pouvoir d'achat des Français. Vous dites ça, Mathieu Lefebvre. Sophie Taillé-Polian, vous dites quoi? Alors notamment l'essence, taxe. Vous êtes plutôt du genre à vouloir taxer l'essence, mais on se repose la question quand même. Non, mais en fait, on ne veut pas empêcher les gens de se déplacer. Et on a des besoins pour se déplacer. Par contre, c'est sûr que dans la façon dont on se déplace, il faut privilégier de plus en plus les transports en commun. Et là, le gouvernement, et depuis 6 ans, a sous-investi en termes ferroviaires. Là, on vient de nous apprendre qu'il y a un plan. Je dirais alléluia, mais il était temps. Mais c'est puis accessoirement, les prix des transports augmentent aussi. C'est les transports du quotidien en commun qui permettront à chacun de se déplacer et aussi de moins polluer. Et que ce soit moins cher, évidemment. Mais quand on a besoin de sa voiture, il faut pouvoir la prendre. Et sur la TVA, évidemment, monsieur a totalement raison. C'est l'impôt le plus injuste qui soit. On nous parle des baisses d'impôts, mais en réalité, la TVA, on la paye de plus en plus avec l'inflation. Et je rappelle que la TVA, elle touche de manière gigantesque les petits revenus. En proportion, c'est insoutenable. Donc oui, la TVA que vous avez augmentée, Madame Taillé-Polian. Pardon, non, j'ai rien augmenté comme TVA, moi, monsieur Hollande. Mais monsieur Hollande, je ne l'ai pas trop soutenu, si vous n'avez pas trop suivi, vous voyez. Je rappelle que Sophie Taillé-Polian, vous êtes vice-président du groupe écologiste. Donc forcément, avec le PS, ça n'a pas toujours été le grand amour. C'est le grand amour aujourd'hui, non? Oui, non? Écoutez, en tout cas, c'est la construction d'une alternative pour répondre aux problèmes du pays. C'est comme chaque couple, il y a des moments où ça va et d'autres où ça va. On construit, on travaille. Bien vu, et on pense à l'avenir. Bravo, je vous ai quand même aidé là-dessus. Edwige Diaz, réaction sur ce que nous a dit Claude. Oui, mais sur la sortie du marché européen de l'énergie, bien sûr, nous, au Rassemblement au RN, nous y sommes favorables. C'est d'ailleurs, nous avons proposé Nous avons fait une proposition de résolution en la matière en novembre dernier. Sur la TVA, oui, je rappelle que nous, au RN, nous souhaitons faire passer la TVA de 20% à 5,5%, notamment sur le carburant. Et nous avons aussi proposé de supprimer la hausse des taxes qu'Emmanuel Macron a instaurée dès qu'il est arrivé au pouvoir en 2017 et 2018 sur la TICPE. Voilà, là, c'est ce que nous pouvons faire. De quoi parlez-vous, Madame Parce Diaz? que là, le problème, c'est qu'on nous explique qu'on va donner un chèque carburant, mais le problème avec ce gouvernement et sa politique de chèque, c'est que tout est gadget et tout est technocratique. Donc c'est tellement difficile à obtenir que la plupart des gens ne vont même pas sur les sites internet pour faire leur demande parce qu'ils se disent ou on n'ira pas le droit parce qu'on cochera pas toutes les cases, ou alors c'est trop compliqué, on va perdre trop de temps. Bon, réaction Mathieu Lefebvre? Non, vous savez, moi je pense pas que 100 € ou 200 € par mois ce soit gadget pour les Français, mais si Madame Diaz a quelques instants, je peux aller sur le site impôt.gouv.fr, ça prendra 5 minutes pour voir si elle est éligible. En fait, rendez-vous compte que les gens se font il y a un problème d'accès aux droits dans ce pays. Oui, il y a un problème d'accès aux droits. Pourquoi vous voulez pas faire simple? Encore faut-il... Attendez. Non, mais pourquoi vous voulez pas faire simple sur la TVA? Parce que là, on ne vous entend pas. Juste, vous terminez votre phrase, peut-être, Mathieu Lefebvre. Oui, non, simplement pour vous dire que je crois que c'est une aide qui est substantielle. 100 € à 200 € par mois, ça n'est pas rien. Vous l'avez dit. Moi, je pense que la TVA, ça n'est pas une bonne solution. C'est une solution qui est 10 à 15 fois moins opérante en réalité. Vous voulez dire la baisse de la TVA? La baisse de la TVA, qui est 10 à 15 fois moins opérante que ce que nous proposons. Pourquoi vous demandez de le bouclier tarifaire, par exemple. Le bouclier tarifaire, c'est 200 € en moins d'économiser par mois pour les Français. La baisse de la TVA sur les prix de l'énergie, ça représenterait que 30 à 40 €. Bon, moi je considère qu'il vaut mieux protéger les Français à hauteur de 200 € que 40 € par mois. Sophie Taillé-Polian vous répond. Sophie Taillé-Polian. Encore faut-il effectivement qu'ils y aient vraiment accès. Et là, comme il y a des montagnes administratives à franchir pour y avoir accès, les gens n'y vont pas. Moi, je voudrais quand même revenir sur le marché de l'énergie. Oui, justement, ça a été peu expliqué. Voilà effectivement le résultat finalement de cette Europe libérale et avec laquelle il faut
interrompre. Nous, les écologistes, nous sommes très favorables à l'Europe. Nous croyons en l'Europe, nous voulons l'Europe. Mais l'Europe libérale, il faut arrêter. Et notamment les privatisations des biens communs et des besoins essentiels primaires de notre société. Donc sortir de ce marché et revenir sur des prix, je dirais, qui soient conformes au coût de production dans notre pays, c'est absolument indispensable. Et très vite. Parce que monsieur le maire nous dit, je vais le faire, mais enfin, ça fait 3 ans qu'on attend. Très bien. Et merci d'avoir réagi. Et surtout, merci à Claude, depuis Darieux, auditeur de Sud Radio, qui nous a planté le débat sur ce petit module. On doit faire une pause publicitaire. Merci Claude, très très bien. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300, c'est le principe sur l'antenne. On va glisser doucement, mais sûrement, vous nous voyez venir, bien sûr, au Sénat. Et la question des retraites. Nous restons avec nos 3 députés. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Et la vie législative poursuit son chemin en France avec notre système bicaméraliste, 2 chambres, députés qui sont avec nous dans ces jeudis politiques qui ont fait preuve, on va dire, d'agressivité à certains moments, de désordre même peut-être. Les sénateurs se disent, nous, concernant l'objet du débat, nous allons être plus posés. Vous l'avez compris, l'objet du débat, les retraites. Vous voulez intervenir sur les retraites, 0826 300 300 sur l'antenne de Sud Radio. Vous répondent Sophie Taillé-Polian, vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, députée du Val-de-Marne, le 9-4, membre de la NUPES. Mathieu Lefebvre, député Renaissance, membre de la Commission des Finances. Alors là-dessus, il a toutes les clés. Et puis Edwige Diaz, député Rassemblement national de Gironde, 33. C'est ça. Eh oui, voilà, puisqu'on est sur les numéros. Mon collègue Lefebvre est du 9-4. Deux Val-de-Marne. Oui, c'est pour ça. 2 fois 9-4, on m'aurait suspecté. Voilà, c'est ça. C'était ça le bon mot. Bon, ça va être plus calme au Sénat, on l'espère, parce que vous avez dû être fatigué d'ailleurs de ces débats sur les retraites, Sophie. Non, Sophie Taillé-Polian. Oui, c'est sûr que faire 9h minuit pendant plusieurs jours d'affilée, c'est fatigant. Mais il n'y avait pas moyen de s'entendre. Mais là n'est pas le problème. Vous savez, historiquement, le Sénat a toujours été fait pour calmer, voire pour empêcher que je dirais les changements n'arrivent dans l'histoire de notre République. Ouais. Donc il ne serait pas étonnant qu'au Sénat il y ait une autre ambiance. Mais historiquement, l'Assemblée nationale a toujours été beaucoup plus éruptive que le Sénat, qui était toujours été fait pour calmer. Et donc, depuis Robespierre et compagnie, vous êtes d'ailleurs revendiqué de ces grands hommes politiques. Je ne me revendique pas de tout ce qu'a fait Robespierre, rassurez-vous. Non, puis quand je dis vous, mais il y en a d'autres évidemment, c'est l'ensemble des députés. Alors, bon, le Sénat, bien plus qu'un débat plus posé, c'est un débat qui est clé et qui va faire pencher la balance, Mathieu Lefebvre. C'est eux qui ont les clés ? D'abord, moi je regrette qu'on n'ait pas pu avoir le débat à l'Assemblée nationale. Le débat, il peut se faire partout dans le pays, sauf à l'Assemblée nationale. Et ça, on le doit malheureusement à la fois à l'obstruction et aux invectives de l'extrême gauche et à l'apathie de l'extrême droite. Maintenant, le Sénat va proposer... Qu'est-ce que vous appelez l'apathie de l'extrême droite ? Il n'y a eu aucune proposition de l'extrême droite. D'accord. L'extrême droite n'a rien proposé dans ce débat, ce qu'on entend de dire parfois, il y a un déficit, c'est pas très grave. Donc c'est le Sénat aujourd'hui qui a les clés, parce que du coup, avec vos possibles alliés LR, vous allez construire le texte final, mais vous savez, c'est pas une question d'alliés LR ou de quoi que ce soit, je pense que c'est un enjeu de souveraineté et de préservation de notre système de retraite, et dans le fond, il y a les parlementaires qui ont un esprit de responsabilité, qui savent que demain, notre système, face au choc démographique, ne pourra pas tenir la route, et par conséquent qu'on aura 2 options, soit baisser les pensions, soit augmenter les impôts et les augmenter massivement comme le propose l'extrême gauche. Donc moi je souhaite que le Sénat... Quand vous dites l'extrême gauche, vous comprenez qui toute la NUPES, enfin les socialistes ont formulé des propositions. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a que de l'extrême gauche. Moi j'ai l'impression qu'on vit aujourd'hui, peut-être Madame Taillé-Polian, mais je crois aujourd'hui qu'il y a 3 forces politiques, il y a une force d'extrême gauche, d'extrême droite et une force centrale. Comme si vous étiez la raison incarnée. En tout cas, Madame Taillé-Polian, vous vous êtes associée aux invectives et à l'outrance de vos partenaires de la France Insoumise. On n'a pas assez débattu, Madame Taillé-Polian. À l'Assemblée nationale. C'est vrai quand même. Reconnaissez néanmoins qu'on n'a pas pu débattre à cause de la NUPES dont vous faites partie, Madame Taillé-Polian. De l'extérieur, nous, les auditeurs de Sud Radio, nous, de l'extérieur, effectivement, on peut vous confirmer qu'on vous a vu débattre, mais alors que c'était pas forcément très constructif. Bon, est-ce que ça le sera au Sénat ? C'est la question, puisque ça y est, les débats peuvent commencer. Edwige Diaz, vous imaginez que ce qui
qui va se décider au Sénat sera finalement ce qui va sortir de cette loi de retraite? Je ne sais pas comment ça va se passer au Sénat, parce que c'est vrai qu'avec les LR, on peut avoir toutes les raisons d'avoir des craintes. Voilà. On sait que les LR sont la béquille du gouvernement. Le gouvernement qui se recroqueville, qui se replie sur lui-même, qui agite le chiffon rouge en disant on va vous baisser les pensions, on va augmenter les impôts. Ce même gouvernement, cette majorité qui agite aussi le chiffon rouge en parlant du Rassemblement national comme étant de l'extrême droite. Pardon, chers collègues, mais vous êtes suffisamment intelligents pour savoir que l'extrême droite correspond à une réalité bien précise, une description très précise, et le Rassemblement national, évidemment, ne correspond pas à cette définition. De l'extrême, hein, c'est ce que vous dites. De l'extrême droite, voilà. Nous sommes des nationaux, des souverainistes. Nous sommes le parti du bon sens, et nous avons des propositions à faire en matière. Sophie Taillé-Polian, de la NUPES, dit vous êtes des nationalistes. Nous, bon, ok, d'accord. On avance sur l'histoire du Sénat. Avançons. Moi, je veux dire. Nous sommes bien d'accord que le texte. Non, mais c'est parce que je vais préciser pour qu'on soit tous bien dans le même sens. Les auditeurs réagissent d'ailleurs au 0800 26 300 300. Vous n'hésitez pas à intervenir, mais nous sommes bien d'accord que le Sénat va proposer une mouture, et comme de fait LR et le gouvernement, enfin Renaissance, seront majoritaires, ce qui sortira sera voté après à l'Assemblée nationale. Vous confirmez, Edwige Diaz, ou non? Ça sera présenté en commission mixte paritaire, et moi je veux vous réaffirmer que le député RN qui fera partie de cette commission mixte paritaire continuera de s'opposer à cette réforme des retraites, parce que nous voulons que le gouvernement écoute les 90% d'actifs qui veulent rejeter cette réforme des retraites. Donc nous allons continuer de nous battre. Et vous n'êtes pas fataliste? Non, et permettez-moi d'évoquer un regret. Moi je regrette que par sectarisme, la NUPES ait décidé de ne pas voter la motion de censure proposée par Marine Le Pen le dernier soir des débats. Sophie Taillé-Polian vous répond. On aurait pu apaiser la France, on aurait pu arrêter là cette question de la retraite. Nous ne nous résoudrons jamais à ce que cette réforme ne soit pas retirée. Et c'est la raison pour laquelle, comment peut-on avoir un débat serein quand nous ne sommes pas d'accord sur le diagnostic, et quand le gouvernement ment pas à pas? Je vous rappelle qu'on est juste passé de 1,8 million de personnes qui devaient toucher 1 200 € par mois à la vérité, c'est-à-dire 10 à 20 000 personnes. Donc après tous les mensonges, comment voulez-vous avoir un débat serein? Après, moi je ne me résous pas non plus. Que le gouvernement fasse sa tambouille au Sénat, ok, mais ça ne nous engage pas. Le Sénat, il est représentatif d'une certaine partie de la France. On sait qu'il y a des toutes petites communes qui sont plus représentées, certains départements plus que d'autres. Il n'a pas la représentativité et la légitimité de l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale n'est pas du tout tenue par les tambouilles entre le gouvernement et les LR qui auront lieu au Sénat. Donc on aura notre mot à dire, que ce soit dans une nouvelle lecture ou dans une CMP. Donc voilà, et je veux dire, aujourd'hui comme hier, nous ne sommes certainement pas prêts à stopper notre revendication, c'est-à-dire le retrait de cette réforme que tous les Français et les Françaises demandent. Personne ne baisse les bras, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, Mathieu Lefebvre notamment, vous, député Renaissance. Les auditeurs de Sud Radio vous ont écouté aussi, et ils répondent. On part dans les Landes. Yann est avec nous. Bonjour Yann. Oui, bonjour à tous, bonjour à vos invités. Oui, effectivement, ça me fait bondir, moi. Allez-y, dites-nous pourquoi. Alors, je vais vous dire, moi, je suis un ancien élu en plus, je suis un cadre LR, je suis toujours encarté LR. Très clairement, la Renaissance et le macronisme, ce ne sont pas nos amis. On n'a pas à être les faire-valoir de Macron et de cette petite tambouille politicienne dont ils font. Vos députés qu'on a là en téléphone, que vous avez sur plateau, moi je dis que ces gens sont hors sol complet. Oh non, j'ai pas l'impression. Chacun son expérience et son avis. Moi je vais vous expliquer une chose. Tout à l'heure, quand on parle de l'énergie, on nous parle de transport en commun et compagnie. La France, ce n'est pas Paris. D'accord. Moi, j'habite à côté de Dax. Oui. Entre Mont-de-Marsan et Dax. D'accord. Donc aujourd'hui, ici, va falloir nous expliquer comment nous, ici, en province, on fait pour se déplacer en transport en commun qui n'existe pas. On est obligé de prendre notre voiture. Donc ça, c'est un exemple qui montre bien que voilà le côté hors sol. Attendez, dans ce que fait le gouvernement, on va continuer. Dans ce que fait le gouvernement, l'aide là qui est prévue, elle est prévue pour les salariés. Que fait-on pour les auto-entrepreneurs? Que fait-on pour les entrepreneurs? Que fait-on pour les gens qui ont des entreprises et qui n'ont pas le choix que de prendre des véhicules? Moi, je suis agent immobilier. Je fais des milliers de kilomètres par an.
je n'ai pas le choix que de prendre ma voiture pour aller voir mes clients. Mais essayons, Donc, Yann, Yann, essayons de rester quand même sur le thème Après, sur que les nous retraites, développons. Sur les retraites. Voilà, le Sénat. Les retraites aujourd'hui, moi je suis complètement opposé à ça, et nous sommes pas et je suis pas le seul à être opposé à ça, et pourtant je suis un cadre LR, vous voyez, et je peux vous assurer que ça me fait bondir parce que cette réforme de retraite n'est pas du tout obligatoire. Je suis désolé. Vous souhaitez la repousser, c'est ça? Pas de réforme des retraites maintenant? Non, ça doit être abrogé, c'est ne pas repousser, ça doit être abrogé. Ouais. Cette réforme n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être parce que très clairement, aujourd'hui, il y a tous les baby-boomers, en fait, tous ces gens qui commencent à atteindre des âges canoniques, bientôt ne seront plus là. De toute façon, l'équilibre des caisses y est. Les caisses ne sont pas en déficit. Non. Les systèmes de retraite, alors messieurs les députés et mesdames les députés, un système spécial, de régime spécial, s'il y en a bien, c'est le vôtre et celui des sénateurs. On est bien d'accord que quand vous aurez fait 50 députations, vous partirez à la retraite avec minimum 680 et quelques euros par mois de retraite pour 50 députations. Bon, voilà un exemple concret. Bon, merci Yann, on va faire circuler la parole. Merci comme Yann qui nous appelle des Landes, pas loin de Mont-de-Marsan ni de Dax, vous l'avez compris, et cette belle région aussi, 0826 300 300. Mathieu Lefebvre, sur ce que dit Yann, sur la partie retraite, bien sûr, oui. Lui il dit pas maintenant la loi sur les retraites, vous dites si maintenant. Oui, il dit même pas du tout. Je voudrais d'abord lui dire que sur la retraite des députés, c'est faux. Les retraites des députés sont alignées sur le régime général. C'est pas un régime spécial, c'est régime spécial pour les sénateurs. C'est encore le cas pour les sénateurs, et moi j'appelle les sénateurs à faire preuve de responsabilité et à s'aligner eux aussi, comme la majorité l'a fait sous le précédent quinquennat, sur le régime général. Ce matin, Bruno Retailleau a dit d'ailleurs que ça valait le coup de se pencher sur la question. Je pense que les sénateurs auraient tout intérêt, mais les écologistes ont fait une proposition de loi. Et les écologistes ont fait une proposition. Les écologistes du Sénat. On ne peut pas nous demander la suppression des régimes spéciaux et ne pas être irréprochable en la matière. Monsieur Yann dit il n'y a pas de choc démographique. Yann, il y avait 4 cotisants pour un retraité dans les années 60, il y en a aujourd'hui moins de 2. Ouais. On peut nier le déficit démographique, on peut nier le déficit budgétaire. Mais dans ces cas-là, il faut m'expliquer pour quelles raisons, 1, le gouvernement prendrait le risque de l'impopularité, et 2, pour quelles raisons l'ensemble des pays européens ont relevé l'âge légal de départ à la retraite et ont relevé progressivement la durée de vie au travail. Justement, Sophie Taillé-Polian vous propose de vous répondre. Pour faire des économies, pour payer autre chose que les retraites, c'est-à-dire pour payer votre politique fiscale, de désarmement fiscal, et ce terme finalement vient de la Cour des comptes, donc c'est pas moi qui l'invente, de désarmement fiscal que vous avez opéré. Donc oui, vous avez envie de baisser l'argent que nous mettons collectivement pour les retraites, afin de pouvoir avoir un équilibre global, pour pouvoir continuer à financer votre politique fiscale qui favorise les plus aisés et les multinationales. C'est un choix que nous ne pouvons accepter. Aujourd'hui, il est clair, et quand on lit le rapport du corps, on le voit bien, il y a un problème conjoncturel, c'est-à-dire sur un moment précis et limité pour un coût limité, qui correspond à quelques milliards d'euros qui sont facilement trouvables. Problème, si on mettait mais nous avons des solutions. On a passé des jours à en débattre d'ailleurs. Vous avez des solutions, vous avez des idées d'impôts. Oui, je vous le confirme, on a des idées d'impôts sur les multinationales. On a des idées d'impôts sur les dividendes. On a des idées d'impôts pour faire en sorte que les entreprises, et notamment les plus grosses, cotisent correctement. Et nous avons bien compris que c'était la divergence. J'aimerais avoir le point de vue du Rassemblement National, Edwige Diaz. Vous dites non, pas non plus maintenant de loi de retraite. Ah oui, nous sommes opposés à cette réforme, et nous avons énoncé très clairement que si toutefois la réforme venait à être votée, avec Marine Le Pen au pouvoir en 2027, on ferait une machine arrière et on proposerait aux Français... Vous avez déjà imaginé d'être au pouvoir donc en 2027. Oui, nous nous y préparons tous les jours. Très bien. Et nous proposerons aux Français d'adopter ce qui composait notre programme présidentiel, c'est-à-dire partir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités, dès lors qu'on a commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Et sinon, une progressivité jusqu'à 62 ans avec jusqu'à 42 annuités. Moi, je voudrais juste du coup répondre à votre auditeur des Républicains. Moi, j'ai entendu qu'il était opposé à cette réforme des retraites. Je crains qu'il ne soit une fois de plus trahi par ses représentants, parce que la majorité des députés républicains semble être favorable, oui, tout à fait, semble être favorable à cette réforme. Je rappelle que l'ensemble des députés LR n'ont pas voté
voté la motion de censure proposée par le Rassemblement national et que seule une poignée d'entre eux, que je remercie, ont voté en faveur de la motion référendaire. Et aussi, moi je suis de cette région, je suis conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes de Gironde, voilà, et donc je connais bien le département des Landes. Ce que je veux dire à ce monsieur, c'est que pareil, au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, les LR votent systématiquement comme le PS. Donc que ce monsieur prenne sa carte au Rassemblement national. Reparlez-vous-en en tout cas. Je voudrais prendre au 0826 300 300 Jean-Étienne avant la petite pause publicitaire. Jean-Étienne est de Colombes dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Jean-Étienne, on a une petite minute avec vous. Je voudrais que vous nous donniez votre point de vue. Après il y aura la pub et puis bien sûr nous en reparlerons avec les députés. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour à tous. Je voulais donc m'adresser particulièrement à Monsieur Lefebvre, parce que moi je trouve que cette réforme de la retraite, et ce n'est que mon avis, est injuste, et pas que mon avis, et heureusement, est indigne, parce que je trouve qu'au fur et à mesure, j'essaie d'aller vite, des annonces du gouvernement, chacun fait le constat que cette réforme, on va être clair, c'est la double peine pour les Français. Je contrains les Français à travailler plus longtemps. Moi, je suis professeur, donc par exemple un professeur qui est né en 63, qui pensait pouvoir partir à la retraite en 2025, il devra travailler une année supplémentaire après le passage de la réforme. Et pour vous, ça, c'est pas imaginable. Non, mais on échange, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai bien compris. Je termine juste, j'en ai pour 2 secondes. Oui. Ça me fait plaisir de passer à l'antenne. Ça nous fait plaisir aussi. Et elle entraîne, pour moi, une baisse, parce que j'essaie quand même de bien analyser tout ça, quand même irrémédiable des pensions de retraite. C'est-à-dire qu'en reportant l'âge légal de départ à la retraite, et je vais finir, le nombre de Français, on va dire, décotés, augmentera significativement. Et donc le nombre de retraités pauvres aussi. Par exemple, et pour terminer, l'ancien directeur, Monsieur Lefebvre, général de la sécurité sociale de Suède, par exemple, qui a d'ailleurs mis en garde Emmanuel Macron, on sait que décaler l'âge légal de départ à la retraite, c'est appauvrir les retraités. Bon. Et je voudrais juste terminer avec des 3 choses qui me gênent. Oui, alors très court, Jean-Étienne, très court. Ça va être hyper court et merci de m'avoir laissé parler. C'est que je trouve 3 choses. Que la fin de la plupart des régimes spéciaux, c'est une mesure de justice sociale. C'est faux. La hausse de la pension minimale à 1 200 €, c'est complètement faux. C'est une mesurette. Et enfin, la réforme qui renforce le dispositif carrière longue, c'est faux. C'est une véritable usine à gaz technocratique. Voilà, c'était très clair, Jean-Étienne, merci. Vous nous appeliez de Colombes dans les Hauts-de-Seine. On marque la fameuse petite pause publicitaire, mais nous revenons, les députés sont là. C'est jeudi politique, c'est Sud Radio, 0826 300 300. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. La balle est dans le camp des sénateurs. Ce sont eux, les sénateurs, qui décident en ce moment de l'évolution de la loi sur les retraites. Et ce sont nos députés, puisque c'est jeudi et c'est politique sur Sud Radio, qui en débattent. Sophie Taillé-Polian, vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Edwige Diaz, député Rassemblement national. Et puis Mathieu Lefebvre, député Renaissance de la majorité. Donc, dites-nous, l'emploi des salariés, il en est question. Parce qu'il y a quelque chose qui énerve particulièrement les Français, les auditeurs de Sud Radio nous le disent aussi. C'est bien de vouloir prolonger l'âge de départ, mais s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de travail pour les plus âgés, ça devient problématique. Alors bon, vu que vous êtes au pouvoir, Mathieu Lefebvre, dites-nous quand même qu'il est temps de faire quelque chose, parce que là, oui, on veut bien travailler plus, oui, mais on ne peut pas. Vous avez raison, il est temps de favoriser l'emploi dans ce pays et je crois que les résultats obtenus par la majorité depuis ces 6 dernières années sont éloquents. On a le taux de chômage le plus bas depuis 2008. Mais mes 2 débatteurs contradicteurs... Pas le taux de chômage des seniors en l'occurrence. Non, mais enfin il s'est néanmoins amélioré. C'est ça dont il est question. Il s'est singulièrement amélioré depuis la réforme de 2010 parce qu'on observe que le taux d'emploi des seniors, des 60-64 ans notamment, a doublé depuis la réforme de 2010. C'est donc bien que la réforme, elle produit des effets. En revanche, mes 2 contradicteurs se sont opposés à la mise en place d'un index senior pour évaluer les pratiques des entreprises en la matière. Ouais, et, ce qui permettrait plus de transparence. Plus de transparence et puis aussi des sanctions pour les entreprises qui refuseraient de s'y livrer. Mes 2 contradicteurs ont également refusé d'aligner la fiscalité qui pèse sur les licenciements avec celle sur les ruptures conventionnelles qui sont parfois faites 2 à 3 ans avant l'âge légal de départ en retraite. C'était des outils indispensables, je crois, pour éviter précisément qu'on prenne les seniors pour ce qu'ils ne sont pas. Eh bien, Mathieu
Mathieu Lefebvre, vos deux contradicteurs avec un E à la fin, ou contradicteuses si c'est ce que dit la langue, ou contradictrices aussi, vous répondent. Non, mais ça c'est une belle histoire, hein, la féminisation de notre langue française. Voilà, c'est triste. On existe. C'est triste. Sophie Taillé-Polian, c'est vrai qu'il faut être peut-être un petit peu plus exigeant et un petit peu plus actif sur l'obligation d'employer les seniors, non ? Bien sûr qu'il faut être plus exigeant avec les entreprises qui le peuvent, au lieu finalement de les subventionner massivement sans aucune contrepartie, ni sociale ni environnementale. Moi, ce que j'observe, c'est que ce projet de loi retraite, il demande à tous et toutes de travailler plus, et plus aux modestes, plus aux femmes, et sans aucun dispositif qui vienne réellement prévenir les risques professionnels, les risques sur la santé, etc., etc. Moi, quand on me dit « Ah, mais vous savez, il y a plein d'emplois non pourvus, il faut que les personnes qui ont eu un emploi pénible y aillent ». Mais en fait, quand vous avez été aide à domicile pendant 20 ans, que vous avez déjà les troubles musculo-squelettiques, vous ne pouvez pas aller faire du service en terrasse ou en restaurant. En fait, donc, ça doit être à la carte. Mais en réalité, dans notre société aujourd'hui, avec les gains de productivité, il faut travailler moins et dans un travail qui soit plus respectueux du corps. Voilà ce qu'il faut faire. Tout dépend si le travail sollicite le corps ou non. Et non pas travailler davantage au mépris de nos capacités physiques. Ouais. Aujourd'hui, le gouvernement, avec ce projet, s'apprête à enlever les 2 plus belles années de retraite à toutes les Françaises et les Français. C'est profondément injuste et c'est profondément aussi inutile au vu des chiffres que nous avons sur le financement du système. Edwige Diaz, nous revenons sur la question de l'emploi des seniors, mais aussi parlons aussi de l'emploi des femmes finalement. Est-ce que cette loi sur les retraites ne nécessite pas de dire à chaque cas, chaque profil, chaque carrière, chaque décision finalement ? Alors moi, je voudrais commencer par m'étonner de l'autosatisfaction affichée de mon collègue Renaissance qui ose nous dire que la Macronie a tout fait pour l'emploi. Enfin, pardon, on n'a jamais eu autant de désindustrialisation en France. En ce moment, c'est le salon de l'agriculture. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, oui, mais ça s'est accentué. Ouais. Et l'agriculture sous François Mitterrand, c'était pas mal quand même. Il y a actuellement le salon de l'agriculture et on voit bien que malheureusement, il y a des fermetures en cascade d'exploitations agricoles. Et là, vous en êtes également responsable. Moi, j'entends régulièrement les présidents de tribunaux de commerce qui nous alertent sur le nombre de faillites exponentielles et qui va évidemment conduire à des mises en situation de demande d'emploi d'un certain nombre de nos compatriotes. Donc sur l'index senior, mais là évidemment c'était un gadget, c'est pas avec ça qu'on va régler le problème de l'emploi des seniors. Alors c'est avec quoi ? Nous avons proposé, avec Marine, nous avons proposé avec Marine 2 mesures. Donc, nous avons compris. Marine Le Pen. Voilà. Nous avons proposé deux mesures très importantes. Donc 2 mesures très importantes pour favoriser l'emploi et le maintien en emploi des seniors. La première, c'était de leur réserver une part des places dans la fonction publique, précisément pour leur assurer une carrière jusqu'à leur retraite. Et ensuite, nous voulions faire des seniors des salariés protégés, c'est-à-dire des personnes plus difficiles à licencier parce qu'il faut l'accord de l'inspection du travail. Mais du coup, si elles sont plus difficiles à licencier, elles sont encore plus difficiles à réembaucher. Ça, c'est le problème. Mais déjà, on va essayer de les maintenir dans l'emploi qu'ils ont actuellement. Et donc, ces 2 propositions, et je le regrette, mais ceux qui n'ont plus d'emploi et qui veulent en retrouver un, ont fait l'objet d'un vote défavorable de la part de mes 2 opposants. Réaction sur la première proposition, parce que j'ai un peu devisé sur la seconde, mais Mathieu Lefebvre, sur le service public. Oui, le fait de réserver des emplois. Écoutez, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est une proposition qui paraît... Là, pour le coup, ils en font. Vous leur demandiez des propositions, oui, ils en font. Ils en font, mais ils ont aussi opposé, par exemple, au compte de prévention de la pénibilité. Ils sont aussi opposés à la suppression... Oui, mais ils proposent ça. C'est quoi votre réponse sur les seniors, la fonction publique ? Les seniors, je ne sais pas si on est capable, objectivement, de réserver des emplois pour des personnes seniors. Ça me paraît un petit peu coercitif. Et ça, vous n'y croyez pas. C'est-à-dire que... Je n'y crois pas. Bon, d'accord. Et vous, Sophie Taillé-Polian ? Aujourd'hui, dans la fonction publique, par exemple, les personnes inaptes, on les licencie pas, contrairement au privé, parce qu'on n'a pas le droit, et c'est tant mieux, parce qu'elles ne tombent pas dans la pauvreté. Mais on a le plus grand mal à accompagner, alors qu'on met des moyens, à accompagner le fait de le changement de carrière, etc., etc. Donc, je dirais que c'est pas la solution. La solution, c'est de faire en sorte qu'on travaille moins pour que le corps soit le moins brisé possible, arriver au moment. Mais c'est un coût de travailler moins pour la société. C'est ça ce qu'on vous reproche finalement. Mais bien sûr que ça a un coût pour la société. Mais toute la question fondamentalement dans ce texte, c'est la question du partage des richesses. Bien sûr, bien sûr.
C'est la question principale. Et c'est de là que ça part. Bon, Mathieu Lefèvre, si les sénateurs vous proposent une mouture, ils vous proposeront une mouture, d'ailleurs c'est pas si, on peut dire que c'est fait après à l'Assemblée nationale ? Ça, je sais pas, ça dépendra. Mais vous en pensez quelque chose quand même. En tout cas, nous, on votera une réforme si elle n'est pas dénaturée politiquement et budgétairement. Et toute la majorité sera unie pour la voter compte tenu de son caractère indispensable. Mais eux vous mettront la pression si vous ne votez pas les LR, hein, bien sûr. Oui, vous êtes obligés de vous entendre. Moi, je ne veux pas préjuger de ce que sera le vote des députés républicains, des députés socialistes, écologistes, qui pourraient éventuellement changer d'avis. On verra à l'Assemblée nationale. Il n'en est pas question. Bon. Nous exigeons le retrait de cette réforme avec les personnes. Je pensais aux députés socialistes. Moi, j'imagine que quand on a fait... C'est marrant, sur la dernière ligne droite, vous avez tout lâché, ça y est, c'est fini. Je suis désolé. Mars, et nous serons au cœur de la mobilisation. Je suis désolé. En tout cas, je vous remercie vraiment parce que c'était un plaisir de vous écouter. Les auditeurs de Sud Radio vous ont appelé, vous ont posé des questions, vous avez répondu. Sophie Taillé-Polian, Mathieu Lefèvre, Edwige Diaz, nos 3 députés ce matin sur Sud Radio. Si ça vous intéresse, vous restez à l'écoute de Sud Radio parce que Sabine Procoris, qui a écrit Les habits neufs du féminisme, est notre invitée après. Alors elle a une vision particulière du féminisme, elle l'est, mais peut-être pas de la même manière que les autres. Si ça vous donne quelques idées, je vous regarde les uns et les autres. Sud Radio, à tout de suite, les infos dans un instant.